Bonjour à tous et merci d'être venus à ce point que l'on souhaitait faire sur la situation de nos clients. Donc, je vous présente brièvement Maître Lorenza Bourjac, qui représente Didier Laurent, et Juan Branco, donc avocat au barreau de Paris, je représente Didier Laurent également, ainsi que Noël Daufour et Frédéric Duménil, tous trois étant détenus aujourd'hui dans l'Hexagone, dans le cadre de l'affaire que les médias ont présentée comme étant celle des grands frères. On pensait qu'il était important de vous donner un petit rappel sur la situation, sur l'état des faits et vous présenter ce qui nous semble être une situation qui est extrêmement problématique, avec un climat de peur qui est entretenu à tous les niveaux, évidemment au sein de la magistrature pour s'assurer que les bonnes décisions seront prises afin de s'assurer que les bonnes personnes ne seront pas trop préoccupées, trop inquiétées, et que d'autres au contraire feront l'objet de poursuites et de mesures de rétorsion particulièrement violentes, c'est le cas de nos clients, mais aussi une peur qui s'instille et que j'ai senti ici en Guadeloupe au sein des instances représentatives, qu'elles soient syndicales ou institutionnelles, avec des grandes difficultés à mobiliser celles-ci et en conséquence à sensibiliser le public à la situation à laquelle sont confrontés messieurs Duménil, Daufour et Laurent. Duménil étant aussi connu sous le surnom de Boana et monsieur Daufour sur le surnom de Oni. Donc on a eu des audiences avant-hier à Fort-de-France, et peut-être que ma consoeur voudrait en dire quelques mots et peut-être vous présenter d'un point de vue juridique et judiciaire où l'on en est, avant éventuellement de répondre à des questions et peut-être de parler aussi du contexte plus général auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Merci confrère. Alors effectivement, nous nous sommes rendus en Martinique parce qu'il faut savoir, juste pour mémoire, pour ceux qui comme nous ne sont pas au cœur du dossier, je sais que les familles suivent particulièrement. Nous sommes rendus en Martinique pour avoir devant le juge des libertés de la détention ce qu'on appelle un débat sur la détention, la prolongation de la détention ou pas de nos clients respectifs. Pour ma part, il s'agissait des intérêts de M. Didier Laurent. Et le juge des libertés de la détention, sans grande surprise malheureusement, a prolongé cette détention concernant Didier. Voilà, demain ça fera un an. Ça fera un an effectivement qu'il est détenu, mais il est parti de la Guadeloupe depuis le 17 mars 2021. Il n'a eu l'occasion de voir sa famille jusqu'à maintenant que 3 fois, c'est-à-dire au mois d'avril, pendant les grandes vacances, juillet, août et au mois de décembre. C'est tout. Il faut savoir, alors c'est vrai qu'on peut longuement avoir à parler de la procédure et bien évidemment nous sommes ouverts à toutes les questions que vous pourriez poser, mais il y a aussi parallèlement à cette procédure que nous menons de front, il y a des familles qui doivent vivre avec cet éloignement, des familles qui doivent se battre avec cet éloignement et des familles qui pour la première fois de leur vie sont confrontées à une telle procédure. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que avec l'accompagnement de cette année, il y a des liens qui se tissent avec toutes les familles. C'est vrai que je suis très proche de la famille de M. Laurent, mais c'est vrai qu'avec toutes les familles aussi, on a des retours parce qu'il y a cette espèce de solidarité que l'on a retrouvée déjà avec les familles, mais les familles entre elles, parce que malheureusement, si ce n'est que ce soutien des familles entre elles, ces familles n'en ont pas d'autres. C'est désolant de le dire, mais il n'y a pas de syndicat pour les appuyer, pour les accompagner. Il n'y a pas de politique non plus pour les soutenir et pour les accompagner. Donc les familles se retrouvent seules et démunies face à une situation malheureusement dont elles héritent. Et à ces familles particulièrement, j'aimerais témoigner tout mon respect, toute ma sympathie et vraiment tout mon courage. En tout cas leur dire que ce sont vraiment des familles courageuses parce que ça n'est pas évident que d'avoir déjà lorsqu'on a des personnes qui sont détenues ici en Guadeloupe, pour les familles qui sont confrontées pour la première fois à de telles procédures, se rendre pour la première fois dans une maison d'arrêt ou dans un centre pénitentiaire, mais a fortiori lorsque vous avez votre mari, votre frère, votre père qui se retrouve à 8000 km. Donc ça aussi, j'aimerais saluer votre courage, saluer effectivement votre ténacité, votre résilience quelque part aussi, parce que nous avons besoin, nous avocats. Je me permets de rappeler effectivement quand nous sommes arrivés au début dans cette affaire, on a été quelque peu raillés, on a été quelque peu critiqués parce que beaucoup se disaient qu'on ne faisait pas le poids, que nous n'arrivions pas. Nous n'arriverons pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, cette affaire des grands frères, c'est près de 14 requêtes en nullité qui ont déjà été déposées et qui seront
Normalement, on l'a appris au mois de janvier lorsque nous avons, on était devant la chambre de l'instruction, Juan et moi, pour défendre encore les intérêts de M. Didier Laurent. On a appris que ces requêtes en nullité seront examinées courant du premier trimestre 2023. Nous avons aussi appris du juge d'instruction que la procédure, normalement au mois de décembre, devrait arriver à terme dans les 8 mois à venir. Donc nous attendons, nous n'avons pas, je dirais, nous avons au contraire dans cette affaire, dans cette grosse affaire, nous avons beaucoup sollicité, nous avons fait beaucoup de demandes de mise en liberté, il y a eu beaucoup d'appels, on a fait même aussi des pourvois en cassation qui malheureusement n'ont pas donné les résultats escomptés, mais quoi qu'il en soit, vous avez aujourd'hui des avocats qui, au-delà du droit, ont vraiment pris cette affaire à cœur. Personnellement, et je sais que pour Juan, sans vouloir parler à sa place, il le fera aussi, mais je sais que ça nous tient à cœur parce que c'est la liberté d'expression. C'est vraiment la liberté d'expression aujourd'hui qu'on a essayé de bâillonner, que l'on a essayé d'enfouir, et nous, avocats, c'est notre rôle que d'avoir à défendre cette liberté d'expression qui aujourd'hui, malheureusement, fait que 4 des nôtres se retrouvent encore en métropole et détenus dans des conditions qui ne sont pas faciles. Pour Didier Laurent spécialement, parce que c'est vraiment pour lui aujourd'hui que je suis présente et pour sa famille. J'étais très en colère hier de la décision qui nous a été rendue et surtout des conditions dans lesquelles cette décision a pu être rendue, et c'est sa femme qui m'a appelé aujourd'hui pour me dire non, ne serait-ce que pour lui, je n'avais pas le droit d'être égoïste et je devais me déplacer pour venir parler de M. Didier Laurent. M. Didier Laurent, c'est un homme que je trouve formidable, c'est quelqu'un de très courageux et qui a une très grande force de caractère. Il faut savoir que cet homme est enfermé 23 heures sur 24. Il n'a qu'une heure de promenade, et une heure de promenade qui se déroule dans des conditions où il est tout seul. Il n'a droit qu'à la bibliothèque et à faire un peu de sport, c'est tout. Voilà, demain ça fera près de 12 mois qu'il est dans ces conditions parce que déjà à Biemao, il était isolé. Il est parti le 17 mars 2021 à la demande du ministre de la Justice qui considérait que la présence de M. Didier Laurent ici au centre pénitentiaire de Biemao était de nature à compromettre la sécurité du dit centre. Alors qu'il avait été écroué depuis le 21 janvier 2022, il n'a pas fait parler de lui, il n'y avait pas eu d'incident, il n'y avait rien. On nous a servi, tout comme le font les différents juges des libertés de la détention qui se sont succédés dans ce dossier, des espèces de critères de façade qui justifient ensuite les décisions qui sont prises, les décisions iniques qui sont prises à l'égard de ces 4 hommes et singulièrement à l'égard de Didier Laurent. Donc nous avons décidé aujourd'hui d'interjeter appel de la décision qui a été prise par le juge des libertés de la détention de voir prolonger cette détention, et puis nous verrons effectivement ce que la chambre de l'instruction aura à dire sur cet appel qui aura été interjeté. L'enjeu, c'est de faire payer à quelques personnes la révolte d'un peuple. Et à travers cette tentative de dressage symbolique, cette contrainte qui est imposée sur leur corps, de s'assurer qu'un signal sera transmis au reste de la population guadeloupéenne pour qu'elle sache se tenir et qu'il ne lui vienne pas à l'esprit d'une nouvelle fois défier l'autorité d'un État qui pourtant vient d'acquiescer à l'empoisonnement qu'elle avait subi ces 40 dernières années. Je vous parle de la chlordécone parce que, évidemment, c'est une situation qui pèse sur celle de nos clients. Il est évident que les craintes de troubles, de révolte qui pourraient faire suite à la décision relative au non-lieu relatif à l'affaire de la chlordécone, a pesé dans l'esprit des juges, des magistrats, au moment de requérir le maintien en détention de nos clients dans une sorte d'amalgame extraordinaire qui est, à mon sens, beaucoup plus révélateur non seulement de leur incapacité, de leur impuissance, mais aussi de leur méconnaissance des territoires sur lesquels ils sont censés avoir autorité et sur lesquels ils sont projetés de temps à autre du fait de leur prestigieuse fonction. Ils ont fait mine de confondre O'Neill, Boana et M. Laurent avec des grandes figures politiques et sociales qui auraient été à l'origine des révoltes de fin 2021. Ils ont fait mine de croire qu'ils seraient les responsables au sein de ces révoltes des événements les plus graves qui auraient été amenés à des incidents, des incendies et d'autres actes criminels. Ils ont fait mine d'ignorer qu'après un an d'enquête, rien ne permettait d'établir une quelconque implication de leur part dans ces événements. Ils font mine de chercher à maintenir l'ordre par l'établissement de la vérité lorsque la seule chose
qu'ils cherchent à faire, c'est mettre en place une forme de procès Potemkin qui permettra de faire croire à Paris que les choses ont été faites et bien faites, que les responsables ont été trouvés, alors que ce qu'ils cherchent justement, c'est au contraire à maintenir l'ordre par l'arbitraire. S'assurer qu'en fait, chacun d'entre vous tremblera parce qu'il se sentira sous la menace d'une arrestation potentielle alors qu'il n'est responsable de rien. Et ils savent parfaitement qu'en arrêtant des personnes comme Noël Defour, Didier Laurent ou Frédéric Duménil, qui étaient chacun parfaitement respectés dans leur domaine respectif, tous les autres, tous les citoyens guadeloupéens se sentiront potentiellement menacés, et a fortiori ceux qui auront décidé de s'engager. Et donc cet ordre par l'arbitraire, cette violence gratuite, elle a un sens. Et je vois qu'on nous demande souvent dans les réseaux sociaux pourquoi ces personnes-là sont détenues alors qu'il n'y a rien. Je ne comprends rien à cette affaire, mais c'est qu'il n'y a rien à comprendre à cette affaire. On a tenté un amalgame, une construction complètement artificielle dans le seul but de terrifier, dans le seul but de faire peur, dans le seul but de faire l'exemple. Et cette justice n'est pas compatible avec les valeurs qu'ils prônent et qu'ils prétendent respecter, et la situation de nos clients n'est pas compatible avec les valeurs et l'édifice juridique qu'ils ont prétendu construire et qui est censé s'appliquer à tous, y compris ici évidemment en Guadeloupe. Monsieur Duménil, médiateur social sans casier judiciaire, l'une des figures pacificatrices par excellence de la société guadeloupéenne et en particulier de BMAO, quelqu'un qui, selon un responsable politique, a fait descendre de 70% la délinquance sur la zone où il exerçait, a été envoyé en détention provisoire à Beauvais, dans ce que la contrôleuse générale des prisons considère comme le pire centre de détention de France, et ce n'est à mon sens pas un hasard, où il a été placé sous le statut d'escorte 3, c'est-à-dire qu'il est escorté par le GIGN à chacun de ses déplacements à l'hôpital, que des personnes armées, cagoulées, sont présentes à chacun de ses déplacements au sein du bâtiment pénitentiaire, et il a subi plus de 60 fouilles à nu. Plus de 60 fouilles à nu, après chaque parloir, mis à nu, fouillé intégralement, dans le seul but de l'humilier. Cette situation, elle se répercute de façon différente pour M. Noël Defour, O'Neill, qui lui a été envoyé à Moulin-Iser, au fond de la France, à plus de 4 heures de route de Paris, de façon à s'assurer que le maintien de la continuité de sa vie familiale soit absolument impossible, de façon à s'assurer que l'exercice effectif des droits de la défense soit rendu impossible. M. Defour a été arrêté il y a maintenant plus d'1 an. Nous n'avons obtenu de permis de communiquer téléphonique avec lui qu'il y a quelques semaines. C'est-à-dire que pendant 1 an, la seule façon que nous avions d'échanger avec lui consistait à nous rendre, à nous déplacer à Moulin-Iser, à 4 heures de Paris, à 7000 km de la Guadeloupe. Et donc évidemment, la possibilité de faire exercer ses droits était rendue inexistante. Et donc dans cette situation, on voit bien qu'il y a un arbitraire, une violence symbolique, une tentative de salir aussi. On a tenté de faire des grands frères, des grands criminels, mais aussi des dirigeants de bandes criminelles. Et on voit bien que tout cela sert le dessein de l'État, mais aussi pose question quant aux arrangements qui auraient peut-être permis à certains qui ont appelé à des mobilisations massives à cette époque, qui ont appelé la population guadeloupéenne à se soulever, qui ont appelé à mettre en œuvre des barrages, qui ont appelé parfois plus en avant à mener des actions encore plus offensives, qui les ont organisées, qui ont des responsabilités infiniment plus importantes que les individus qui sont aujourd'hui détenus et qui n'ont jamais été inquiétés. Et lorsqu'ils ont été inquiétés, ils ont été très rapidement eximés de leurs responsabilités ou placés en une situation où un message leur était passé comme quoi les choses étaient réglées. Et lorsque je vois, c'est un élément qui m'apparaît important, que l'UGTG et M. Domota, après m'avoir proposé de me rencontrer, finit par faire marche arrière sur conseil de ses avocats et m'indique que rendez-vous n'a jamais été pris, alors que nous avons encore les messages montrant qu'il s'était engagé pour le faire, après qu'il ait ignoré pendant des mois le combat solitaire de ses familles, je me dis qu'il y a là, dans la situation actuelle, quelque chose qui sent la peur, mais qui sent aussi la lâcheté. Et si la société guadeloupéenne ne s'unit pas dans ce combat pour sauver ces individus que l'on est en train de transformer en boucs émissaires
d'une révolte qui était légitime, qui a causé des situations particulièrement difficiles pour la population dans son ensemble, fruit de décisions politiques, dont ont profité des acteurs criminels pour mettre en œuvre des braquages, ainsi de suite, qui ne sont pas inquiétés. Ces personnes-là n'étant pas inquiétées, ce qui montre encore une fois l'absence de volonté de la part des autorités étatiques pour rechercher un ordre par la vérité et par la justice. S'il n'y a pas un engagement de la société dans son ensemble et de l'ensemble des acteurs institutionnels guadeloupéens pour protéger et sauver ces individus, alors ils s'exposent tous à une fragilisation qui finira par se retourner contre eux. Parce que face au monstre froid, la lâcheté n'est jamais une solution. Parce que ce monstre froid, au moment venu, s'abattra sur vous et vous dévorera, profitant de la fragilité que vous aurez montrée et de la lâcheté que vous aurez montrée face aux personnes que vous aviez instrumentalisées, que vous aviez poussées à agir et qui, étant restées dans la légalité, se retrouvent en difficulté à cause des propos que vous avez pu avoir ou des actions que vous avez pu mener. Il y a un enjeu fondamental dans cette affaire qui va bien au-delà de la Guadeloupe et qui explique qu'il y ait des personnalités du monde entier qui s'y sont intéressées, notamment Kémy Séba, qui est la personne qui m'en a le premier parlé et qui m'a amené à entrer à ce dossier. Cet enjeu, c'est celui de la criminalisation des luttes sociales, c'est-à-dire la volonté d'écraser toute forme de résistance à des mesures que la population considère comme injustes, comme iniques, et qui n'ont pas fait l'objet de délibération et de débat dans l'espace public. Les décisions qui ont été imposées en Guadeloupe et sur le reste du territoire français n'avaient pas fait l'objet de débat et de délibération publique. Et c'est ce qui a amené à une réaction qui, pour certains, a semblé radicale. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'espace de prise de décision qui implique la population, qui implique les instances représentatives, qui implique les instances syndicales, qui implique des élus et qui implique évidemment le reste de la société guadeloupéenne. Et que l'on vienne aujourd'hui tenter de faire payer quelques individus des dérives qui sont intervenues lors de cette période et de les écraser en tant qu'individus, en les isolant du reste de la société, en utilisant et instrumentalisant l'appareil judiciaire à cette fin, c'est quelque chose qui me semble inquiétant, non seulement pour la société guadeloupéenne, mais encore une fois, pour la France et plus largement pour tous ceux qui s'intéressent aux droits humains et à la possibilité de faire société à travers des principes démocratiques et libéraux. Et donc c'est pour ça que nous sommes particulièrement mobilisés et inquiets. Non pas seulement à cause de la situation individuelle de pères de famille qui, en ce qui concerne par exemple M. Defour, ont été séparés de leurs enfants de 1 et 3 ans depuis maintenant justement 1 an, sans avoir la possibilité non seulement de maintenir les liens, mais même de les voir autrement que très épisodiquement et dans des conditions qui sont ubuesques. C'est parce que, à travers ces corps, à travers ces noms, à travers ces individus, commence à naître un combat, une lutte et des incarnations dont il faut, à mon sens, que vous vous saisissiez et que vous les fassiez vivre afin qu'ils sachent qu'ils ne sont pas oubliés, que cette injustice qu'ils subissent n'est pas vaine, ne restera pas sans conséquence et reviendra hanter ceux qui en sont responsables. On est évidemment à votre disposition pour vous donner des éléments à la fois de procédure ou sur le fond si vous le souhaitez. Il nous semblait important, en toutes circonstances, d'avoir cette prise de parole à un moment qui nous apparaît critique, parce qu'après plus d'1 an de procédure, on est sur une situation où l'absence d'éléments probants à l'égard de nos clients finit de dénuder la procédure et d'en montrer le caractère instrumental, que les mises en liberté qui auraient dû être ordonnées ne sont pas intervenues et qu'en conséquence, nous savons la nécessité de faire entendre cette situation, de la faire connaître et de vous en saisir. Juste pour compléter sur ce qu'a dit Juan tout à l'heure par rapport au caractère de bouc émissaire qu'on voudrait faire porter à nos clients, je m'amuse en règle générale, chaque fois que je vais devant la chambre de l'instruction, à comparer 2 situations. Celle que l'on a connue pour les mois de novembre et décembre 2021 et celle qu'on a connue dans le premier trimestre 2009. Et lorsqu'on regarde en 2009, la Guadeloupe a rencontré une situation quasiment insurrectionnelle comme ils tendent à nous le faire croire. C'était pire en 2009, parce que c'est resté très longtemps. Il y a eu même malheureusement un mort. Tout le monde l'a déploré et on a vécu dans des conditions qui quelque part nous faisaient à tous peur. Pourtant de mémoire, et j'ai recherché combien d'arrestations qu'il y a eu, combien de procès,
Combien des Guadeloupéens ont comparu devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre ou même de Basse-Terre dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate? Il n'y a rien eu. Il n'y a jamais eu une seule poursuite. Et aujourd'hui, avec cette histoire, sur 2 mois, il y a 4 hommes. 4 hommes auxquels on voudrait faire porter cette responsabilité parce que l'État n'a pas oublié. L'État n'a pas oublié ce qui s'est passé en 2009. On n'a pas pu nous faire payer en 2009, c'est chose faite en 2021. C'est pour ça que j'abonde particulièrement dans le sens des propos de Juan et je suis vraiment en phase avec ce qu'il dit, parce que je trouve vraiment incompréhensible qu'aujourd'hui, et c'est vraiment le regard de juriste que je porte sur ce dossier, que ces 4 hommes restent encore en détention. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Cela est tellement vrai que concernant M. Didier Laurent, hier encore, devant le juge des libertés de la détention, nous avons proposé un logement sur la métropole. Parce qu'on lui reproche qu'effectivement, il craigne que dans le cas où M. Didier Laurent aurait à revenir en Guadeloupe, que la Guadeloupe de nouveau s'embrase. Donc on propose un logement sur la métropole. Ça n'est même pas regardé. Et notre excellente consoeur qui a plaidé avec nous, maître Louise Contogianis, a fait remarquer au juge, mais justement, vous voulez éviter une concertation frauduleuse entre M. Didier Laurent et nos autres mises en examen. Mais être à 8000 km de la Guadeloupe, c'est l'occasion rêvée. Donnez-lui cette opportunité justement d'avoir démontré qu'il n'y aura pas de concertation, que ça ne peut pas exister de toutes les façons. Non, cet argument, même cette adresse sur la métropole qui a été donnée, ça a juste été mis de côté, ça n'a même pas été regardé. C'est dire la volonté qui existe, une volonté manifeste de ne pas avoir à les libérer. Puisqu'effectivement, il y en a aujourd'hui qui sont libres. Lorsque l'on regarde sur la première vague, sur les 8 qui ont été arrêtés, les 7 qui ont été placés en détention, aujourd'hui, il n'en reste que 4. Monsieur Didier Laurent, Monsieur Noël Dauphin, Monsieur Frédéric Duménil et Monsieur Loïc Chenico. Ce sont les 4 de cette seule vague qui restent. Sur la deuxième vague d'interpellation, il n'y en a qu'un seul qui aujourd'hui reste en détention, Monsieur Éric Bergam. Et sur la troisième vague, il n'y en a aucun. Tous ont bénéficié soit d'un contrôle judiciaire, soit d'un placement en tout cas. Je dirais, il a eu la qualité de témoin assisté. Il n'y en a que 4 aujourd'hui qui restent parce qu'effectivement, il faudra qu'un procès ait lieu. Et pourquoi est-ce qu'il faudra qu'un procès ait lieu? Parce que l'État n'a pas oublié ce qui s'est passé en 2009. On pourra me dire aujourd'hui, et c'est vraiment l'analyse que je pose sur ce dossier, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, ces hommes payent ce qui s'est passé en 2009. C'est la raison pour laquelle on aurait souhaité effectivement un soutien un peu plus important, une reconnaissance quelque part de leur statut aujourd'hui de personnes sacrifiées. Et à travers ces 4 individus qui restent encore malheureusement en détention, ça, je dirais, sacrifiés aussi avec leur famille. Parce qu'ils ne sont pas des pions, ils ne sont pas isolés. Ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des mères, ils ont des sœurs, ils ont des frères. Ce sont toutes ces personnes aussi qui, quelque part, ont été placées en détention provisoire et toutes ces personnes aussi qui vivent cet éloignement de 8000 km. Voilà aussi un peu, je dirais, le cadre de ce dossier qui, on ne va pas s'y tromper, il y a du droit. En tout cas, le droit, c'est justement, devient notre bouc émissaire, devient notre moyen utilisé pour avoir à nous faire taire aujourd'hui, nous, Guadeloupéens, du moment où on aura envie de dire quelque chose. À part les syndicats qui défilent dans les rues, qui vous entendez, non? Qui vous entendez? Qui osera dire non, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas? Qui? Il n'y a plus personne. Nous sommes devenus des moutons comme les autres. Parce que pourquoi? Cette peur a été instillée. Lorsqu'on enferme des hommes comme ça et lorsqu'on les transfère à 8000 km, on se dit, bon ben d'accord, je ne suis pas d'accord, mais je vais me taire parce que je ne voudrais pas que ça m'arrive ou je ne voudrais pas que ça arrive à l'un de mes proches parce que c'est difficile à vivre. Ne serait-ce que les communications téléphoniques, on n'en parle pas, mais c'est très cher pour les familles. Il faut qu'elles travaillent pour avoir à payer ça, sinon il n'y aura pas de contact. C'est horrible ce qu'on leur demande de vivre aujourd'hui. Et surtout ce qui est d'autant plus horrible, c'est lorsque vous avez un journaliste de Guadeloupe, la première, avec bien évidemment le parquetier de l'époque qui est encore aujourd'hui lorsqu'il instruisait cette affaire, qui publie des arrêts sans se soucier de savoir l'impact que ça pourrait avoir sur les familles, sans se soucier de savoir le tort que ça pourrait causer à des enfants mineurs. C'est-à-dire que la décision a été ainsi publiée sans anonymisation parce qu'on s'en fiche en réalité. On s'en fiche. Et ça, c'est malheureux et c'est l'état. C'est l'état déplorable, en tout cas c'est le constat déplorable que je fais concernant cette situation, concernant l'affaire entre guillemets dite des grands frères, aujourd'hui de ces Guadeloupéens qui sont encore en détention. On n'a toujours pas compris pourquoi. Et notre excellente consoeur qui n'est malheureusement plus dans ce dossier, mais Gladys Démocrite avait l'occasion de dire très souvent, le fond de ce dossier, il faudra qu'on y touche. Le fond de ce dossier, il faudra qu'on y arrive. Alors nous espérions que non avec les nullités, mais il faut savoir que nos requêtes en nullité ont été déposées entre mai 2022 et juillet 2022. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le parquet nous a informé que nous aurions une audience sur ces nullités courant le premier trimestre 2023. Et nous avons compris.
Si les nullités avaient été regardées dans le temps qui était normalement requis, le temps qui était normalement vu légalement, entre guillemets, ah ben, la procédure n'aurait très certainement pas continué. Envisager ces nullités début 2023, ben, ça permet de donner encore une consistance à une procédure qui commençait déjà à s'essouffler. On n'a qu'à regarder avec toutes ces personnes qui ont été mises en liberté, parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y avait déjà pas grand-chose contre elles, donc c'est la raison pour laquelle elles ont été placées en liberté très vite sous contrôle judiciaire, et pour certaines à la demande même du juge d'instruction, et d'autres c'est la chambre de l'instruction qui les a placées en liberté, parce que ce dossier, malheureusement sur le fond, est particulièrement vide. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus dommage que l'on se rende compte que ces hommes et leurs familles sont privés de cette liberté sur rien en fait, sur du vent. Et c'est très bien qu'aujourd'hui on ait quelques médias qui feront tourner, je l'espère, cet entretien que nous avons, ce débat que nous avons, cette conférence, pour que les gens puissent savoir que ces hommes, quoi qu'on en dise, et singulièrement Didier Laurent, ne sont pas ce qu'on voudrait nous faire croire. Ce sont encore une fois des boucs émissaires, ce sont vraiment des gens qu'on a lâchés comme ça en pâture, et qui aujourd'hui devront répondre, entre guillemets, de crimes qu'ils n'ont pas commis. Et ça, c'est très important de le garder en mémoire, parce que ce qui leur est arrivé à eux peut arriver encore à n'importe lequel d'entre nous. Et ce petit, c'est vrai, nous sommes qu'un petit groupe, ça peut ne pas intéresser, on peut comprendre aujourd'hui la population guadeloupéenne est confrontée à d'autres maux, à d'autres préoccupations, ça se comprend. Mais celle-là, quand il s'agit de liberté, il est important que nous ayons à rester groupés, à rester solidaires, parce que nous sommes quelque part les derniers, je dis, remparts pour avoir à préserver cette liberté, et ça c'est très important. Et je remercie encore les familles qui aujourd'hui ont organisé ce communiqué de presse à l'issue des débats contradictoires, pour que le plus grand nombre puisse être informé aujourd'hui de ce que vivent ces hommes, de ce que nous aussi avocats nous vivons, parce que ça n'est pas évident tout le temps, nous ne sommes pas forcément entendus, nous ne sommes pas forcément non plus les bienvenus dans cette procédure. On a eu un dernier aperçu avec ce qui s'était passé avec notre consoeur Joselaine Gélabal, mais quoi qu'il en soit, nous restons debout, parce que les familles nous font confiance, et que nous avons aussi confiance en la qualité du travail que nous pouvons produire, et en tout cas ce que nous pouvons donner en réponse, en tout cas à à ce pouvoir auquel on fait face, et avec lesquels malheureusement on ne lutte pas avec les mêmes armes. Il faut savoir que c'est un combat particulièrement déloyal. Oui. Alors, Dominique Radio-Tambour, vous avez fait allusion tout à l'heure de 2009. Et vous avez rappelé qu'il y avait un mort. Il y a effectivement quelqu'un qui a été mis en prison pendant plus d'une année et qui a été innocenté. Et le vrai coupable à la journée d'aujourd'hui n'est toujours pas identifié. Ça, ce sont les faits. En ce qui concerne les dernières manifestations de 2021, c'est novembre-décembre. Il nous a été présenté une ville assiégée où tous les magasins principaux ont été cassés, éventrés, où des guichets automatiques de carte bleue ont été cassés, avec un bureau de douane en feu, brûlé, et avec des armes lourdes disparues. Alors, en gros, moi, avec mon regard, je me suis imaginé qu'on a voulu faire croire à la Guadeloupe que tous ces faits ont été réalisés par les gens qui sont actuellement enfermés. Donc, moi je demande, dans toutes les enquêtes qui ont été effectuées, est-ce qu'on a identifié qui a éventré les magasins, qui a cassé les câbles, qui a brûlé la douane? Alors, l'avantage que j'ai, monsieur, c'est que je suis dans les trois affaires. Celle dite des grands frères, celle concernant le vol des armes, hein, aussi bien pour la gendarmerie maritime que pour la douane, et celle concernant les pillages des bijouteries. D'accord? Les pilleurs ont déjà été jugés. Concernant l'affaire sur la gendarmerie maritime et sur la douane, c'est encore une instruction. Et pour l'affaire des grands frères, c'est encore une instruction. Mais pour revenir à ces deux affaires,
effectivement, les personnes qui ont commis ces exactions, selon la justice, ont été identifiées. Certaines de ces personnes ont déjà été jugées. Je ne prendrai que l'exemple de l'affaire pour les bijouteries. Et concernant l'affaire de la douane et de la gendarmerie maritime, il reste encore certaines personnes en détention et d'autres ont déjà été placées en liberté sous contrôle judiciaire. Maintenant, si le fond de votre question était de savoir si l'un des hommes pour lesquels nous sommes là aujourd'hui, concernant les grands frères et Didier Laurent, se retrouve dans ces affaires, la réponse est non. Ce n'est pas ma question. Ma question est de savoir, est-ce qu'on n'a pas voulu faire penser aux Guadeloupéens la manipulation des médias principaux ont été faites, comme vous l'avez dit, et délibérément dit que telle personne a été arrêtée sans faire attention aux enfants, etc. Bon, donc, comme la presse l'a fait, mais ils ont également publié des images qui feraient croire que la Guadeloupe serait plus tranquille en emmenant ces gens-là ailleurs. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que vous avez parlé de vol de bijouterie, mais vol de bijouterie qui s'est perpétué après les grandes manifestations. Les magasins qui ont été éventrés ont été faits le jour où il y avait le feu à Fouillol.